Chers amis amateurs de thé francophones, bonjour. Que vous soyez au Québec, en Hexagone, au Luxembourg, en Polynésie, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Erler, du blog T-Masters et de la boutique t-masters.com. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration de ce livre, The White Road, Journey into an Obsession, d'Edmund de Waal. C'est donc le deuxième cours basé sur ce livre. Bonjour Anne-Marie, heureux de te voir. Donc si vous me suivez maintenant en replay sur YouTube, je vous conseille de commencer par le premier des cours, celui consacré à Jing de Zen. Et par contre, si vous êtes là en direct, restez-y, ça va être très intéressant. Et donc, nous allons faire la deuxième partie de ce livre qui est consacrée à Meissen, qui est donc la première manufacture de porcelaine en Europe. Pendant ce cours, je vais également boire un petit peu de Baozhong, puisque hier j'ai fini de mettre tous mes Baozhong sur mon site. Tous les nouveaux Baozhong de ce printemps sont maintenant disponibles. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Il y a et surtout des Baozhong de tous les cultivars. Là, j'ai 6 Baozhong différents, c'est 6 cultivars différents. Du Zhougoué, du Shuexian. Il y a ce Qin Yu que je suis de nouveau en train de boire aujourd'hui, celui de Sanxia. Il y a également un Jingguanin et un numéro 28 et forcément du Qingxing pour le forêt subtropicale, des Baozhong qui sont de très bonne qualité cette année. Je suis très content. Et autre parenthèse, j'ai déjà pu sélectionner mon premier thé de haute montagne de Alishan, celui qui me vient de Juefeng, le Qingxing, le premier prix, et paf! D'habitude, je mets du temps à me décider entre plusieurs récoltes différentes, entre plusieurs lots différents, mais celui de cette année, en 10 secondes, je bois, ouah, ça c'est super, c'est celui que je veux. Et hop, ça c'est vraiment été hyper rapide pour me décider parce qu'il n'y a pas eu photo. Il est vraiment excellent cette année et il va bientôt arriver dans les 2 prochains jours, je pense. Et vraiment, je vous le recommande. Celui-là, il faut pas passer à côté. C'est du très bon. Il met la barre très haut pour les autres qui suivent. Je risque d'en acheter un petit peu moins parce que si on arrive à trouver du très bon thé de haute montagne à ce prix-là, pourquoi aller acheter plus cher? Bon, alors, notre cours d'aujourd'hui sur la porcelaine de Meissen. Donc vous voyez que j'ai sorti 2 petites coupes de porcelaine Meissen. Celle-là avait été réalisée pour le tricentenaire de la manufacture et elles avaient été réalisées avec une sous-coupe en argile rouge. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Enfin, vous saurez pourquoi bientôt. Alors, donc Meissen, c'est une ville près de Dresde, dans le Land de Saxe, en Allemagne, pas très loin non plus de la Tchéquie actuelle, de Prague. Mais avant de nous rendre en Saxe, retournons un petit peu en Chine et dans cette pagode dont je vous avais parlé la dernière fois, construite par Yongle, l'empereur Yongle, une pagode de 9 étages de haut, 284 marches d'escalier pour accéder jusqu'au sommet, et une pagode octogonale. Et puis, surtout, ce qui frappe dans cette pagode, c'est qu'elle a été réalisée en porcelaine. Enfin, surtout, elle a été décorée de porcelaine. C'est comme si on avait construit une tour de 9 étages et qu'on l'avait recouverte d'or, hein, parce que la porcelaine à l'époque, au XVIIIe siècle, 16e, 18e, bon, au XVIIe siècle, la porcelaine c'était de l'or blanc. Donc pour les voyageurs européens occidentaux qui vont en Chine, qui découvrent cette pagode, ils sont complètement fascinés et forcément, quand ils retournent en Europe, chez, euh,
leurs différentes cours et qu'ils racontent qu'ils ont vu une pagode de 9 étages décorée de porcelaine. C'est une histoire vraiment qui bluffe les gens, quoi. C'est incroyable. C'est pratiquement raconté qu'on a pris maintenant pour arriver à impressionner des gens. Il faut dire là j'ai pris la fusée et je suis allé sur la station spatiale. Ça c'est vraiment à ce niveau-là euh, de- d'arriver à en imposer, quoi. Et donc, cette pagode, elle fait rêver en Europe. Elle fait rêver notamment à la cour de Louis XIV et elle fait rêver Madame de Montespan. Madame de Montespan, c'est une des maîtresses de Louis XIV et j'imagine que la nuit, hein, elle lui susurre à l'oreille: Mon petit Louis, j'aimerais aussi une petite pagode en porcelaine. Oh, mon cher Louis, construis-moi, s'il te plaît, une pagode en porcelaine. Ah, Louis, euh, il aimerait bien sûr être généreux, être le roi qui sait tout faire et à qui rien ne résiste, hein, ses maîtresses ne résistent pas, mais lui, forcément, pour montrer qu'il a de la puissance, il est obligé aussi d'arriver à montrer qu'il arrive à faire des choses extraordinaires. Et alors là, au lieu de construire une pagode, bon, restons dans le côté européen, il décide de construire un petit palais qu'on va appeler le Trianon de porcelaine, décoré de porcelaine. Et dans le royaume de France, rien ne se passe sans son ministre des Finances, Colbert. Et Colbert, comme on le sait maintenant grâce à l'actualité, ce n'était pas un grand fervent libre-échangiste. Il aimait bien plutôt les monopoles d'État, il aimait bien plutôt produire en France, c'était le Montebourg de l'époque, hein, produisons français, hein, si on arrive à produire français, c'est mieux que d'acheter à l'étranger, parce que comme ça, les finances du royaume sont en meilleur ordre et il reste plus d'argent pour le roi, pour ses conquêtes, pour ses armées, pour acheter par exemple l'Alsace. Hein. L'Alsace a été conquise sous Louis XIV et grâce à lui, nous sommes donc Alsaciens, nous Alsaciens sommes donc français. Et donc Colbert fait attention aux finances. Il dit à Louis, attention, c'est bien beau de faire un petit trianon de porcelaine, mais il ne faudrait pas que ça coûte trop cher. Hein. Essayons de favoriser les manufactures françaises. Regardons un petit peu du côté de Saint-Cloud, regardons du côté de Rouen. Il y a des manufactures qui font des choses pas trop mal. Hein, bon, c'est des contrefaçons, c'est de la porcelaine à pâte molle. Hein, qui n'est pas très résistante, hein. C'est un petit peu comme la porcelaine de Delft en Hollande. Achetons-en aussi un petit peu. Bon, allez, achetons quelques jolis vases, quelques jolies pièces aux Chinois pour mettre à l'intérieur. Mais pour la décoration externe de ce trianon de porcelaine, faisons fonctionner l'industrie française. Et donc, il fait construire ce trianon de porcelaine, surtout avec des contrefaçons qui, elles, ne sont pas aussi résistantes que la vraie porcelaine de Chine. Ce qui fait que, assez rapidement, en fait, le Trianon, il prend de l'eau de partout parce que comme ça ne fonctionne pas tellement bien comme tuile, hein, c'est très friable comme matériel, c'est fausse porcelaine. Mais entre-temps, on a la visite d'un jeune prince de 17 ans qui vient pour quelques mois, 3-4 mois, je crois, à la cour de Louis XIV. Il s'appelle Prince Auguste de Saxe. Et c'est en 1687 qu'il vient rendre visite à Louis XIV. Et il s'amuse très bien hein, à la cour de France. Il dépense une grande partie de son argent en habits, une autre partie en vin, en repas, et je crois que le reste, il le dépense en maîtresse. Un grand coquin, ce Auguste de Saxe. Et il est notamment très fasciné par le Trianon de porcelaine qu'il peut voir à cette époque-là. Il trouve ça vraiment très très joli. Et on peut dire que c'est là-bas qu'il a attrapé la maladie de la porcelaine.
la maladie de porcelaine. Porzellankrankheit, c'est vraiment un mot en allemand, hein. Porzellankrankheit, lui, c'était le plus grand malade de porcelaine de toute l'Europe. Ça consiste à devenir un collectionneur invétéré. Il n'arrivait plus à s'arrêter d'acheter de la porcelaine. Quelques années plus tard, d'ailleurs, c'est en 1694, donc 7 ans plus tard, qu'il va accéder au trône parce que son frère est mort. Et lorsqu'il accède au trône, son Land de Saxe ne dispose que de 16 pièces de porcelaine. 16 seulement, qui avaient été euh, des cadeaux d'ambassade de Kangxi, des ambassades venues de Chine. Mais, à sa mort, hein, Auguste le Fort, il a dans sa collection 35 798 pièces de porcelaine, hein. Donc moins 16, vous voyez, enfin, il a vraiment acheté plus de 35 000 pièces de porcelaine pendant euh, tout le temps qu'il a régné, pendant tout son règne. Et ça montre vraiment qu'il a été insatiable. Il avait la plus grande collection de porcelaine de toute l'Europe quand il est mort. Bon, revenons un petit peu encore en France, hein. Notre histoire française de la porcelaine de Meissen ne s'arrête pas là. On a donc Colbert qui est l'intendant du roi pour les finances. Il a fait peut-être un peu fait des économies de bout de chandelle pour la construction du Trianon, n'achetant pas de la vraie porcelaine de Chine, mais il veut avoir une bonne éducation pour ses enfants. Et là, il se met en tête de recruter un bon prof privé. Hein, c'est un petit peu comme de nos jours, on ne met plus les enfants au public, hein. On les garde à la maison, dans le privé, avec un tuteur privé, rien que pour ses enfants. Et il reçoit des lettres de recommandation de Spinoza, de Leibniz, qui lui disent, tiens, il y a ce jeune mathématicien scientifique allemand qui s'appelle Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, qui serait tout à fait convenable euh, pour vous, pour enseigner les mathématiques, les sciences à vos enfants. Donc Colbert se met à recruter ce Tschirnhaus euh, pour ses enfants. Et comme c'est un brillant scientifique, c'est également le premier Allemand à intégrer l'Académie royale des sciences de France. Ce qui est assez intéressant, assez particulier. Et donc ce Tschirnhaus va passer pas mal de temps en France. Il va donc également découvrir le Trianon de porcelaine. À l'époque, les scientifiques travaillent aussi sur les lentilles, à façonner le verre de manière à créer ou bien des miroirs concaves, convexes. Et avec ces lentilles, ce que tout le monde s'est un jour amusé à faire, c'est de concentrer les rayons du soleil pour faire brûler du papier, hein, donc pour faire une forte température. Et Spinoza faisait ça, et donc Tschirnhaus aussi. Euh, Ensuite, donc maintenant on a Auguste de Saxe qui est sur le trône, et Tschirnhaus qui est intéressé par la porcelaine, et notamment lui trouve, hein, on parle de lumière, il trouve ça fascinant que la porcelaine blanche, bien qu'elle c'est pas du verre. Le verre, c'est normal que il est transparent, c'est normal que la lumière arrive à passer à travers. Mais comment est-ce qu'un matériau blanc arrive à laisser passer la lumière, hein? C'est fascinant ça de remarquer que la lumière arrive à passer à travers la porcelaine. Donc ça, c'est des questions un peu qu'il se pose et sur lesquelles il travaille. Et quand il retourne en Saxe, il a un projet, hein. Aussi, il s'agit, comme il n'a pas beaucoup d'argent, hein, donc un scientifique a toujours besoin d'un protecteur. Donc au départ, il avait son protecteur, c'était Colbert. Ensuite, l'Académie royale des sciences. Malheureusement, ça ne paye pas beaucoup d'argent, l'Académie royale des sciences en France. Mais ensuite, il a une idée. Il remarque que Auguste de Saxe a cette maladie de la porcelaine, donc il lui pitch un projet, il lui dit, tiens, moi je suis un scientifique et je pense que j'arriverai à créer de la porcelaine pour toi.
et pour vous, hein. Alors, on se voit quand même. Et Tchernoïs, donc étant allemand, il retourne en Saxe et Auguste Lefort l'embauche et il l'embauche dans un atelier assez particulier qui s'appelle la Maison de l'Or. Pourquoi la Maison de l'Or? Parce qu'en fait, c'est une maison de science et d'alchimie. On ne fait pas que... Lui, Tchernobyl, c'est le premier à chercher à faire de la porcelaine, qu'on appelle l'or blanc, hein, mais littéralement, dans cette maison de l'or, les gens qui travaillent essaient de transformer le plomb ou bien d'autres métaux en or. Parce que même si Auguste Lefort maintenant est un roi et il a un land d'abord de la Saxe, ensuite il est même devenu roi de Pologne, et donc il a un grand domaine et beaucoup d'impôts qui rentrent dans ses coffres. Mais vu la vitesse à laquelle il dépense son argent en porcelaine et pas que, hein, il dépense aussi beaucoup d'argent à construire des palais pour ses maîtresses, parce qu'il a une femme, mais il a beaucoup de maîtresses, donc il n'a jamais assez d'argent. Donc cette histoire d'alchimie, d'arriver à tourner, à transformer des métaux en or, vraiment, ça l'intéresse. Presque plus pratiquement que faire de la porcelaine. Donc maintenant, Tchernobyl, il est dans cette maison de l'or et il essaie de faire de la porcelaine avec d'autres gens qui s'occupent de l'or. Ah bon, mais il cherche, il n'a pas tellement de chance, mais en tout cas il est infructueux pendant un certain temps, jusqu'au jour, en 1701, le 1er octobre, il y a une rumeur qui monte dans la ville, à Dresde, qu'un enfant, bien plutôt un jeune homme de 17 ans, qui travaille pour un apothicaire, que lui aurait réussi à transformer un métal en or. À l'époque, il s'agissait de l'argent. Et cette rumeur fait vite le tour de la ville. Et Auguste, vraiment, il est intéressé. Il dit, trouvez-moi ce jeune garçon, hein, qu'il me fasse de l'or pour moi. Et d'habitude, les alchimistes qui arrivent à transformer des métaux en or, c'est plutôt les premiers à faire leur propre pub, à venir chercher des fonds chez les crédules et à dire, tiens, moi j'arrive à faire de l'or. C'est un petit peu comme les scams du Nigeria. Envoyez-moi 1 million et je vous en enverrai 10. Hein, donc donnez-moi d'abord 10 000 pièces en or et je vous en ferai 100 000. Et souvent, hop, entre-temps, les 10 000, elles sont bues, elles sont mangées. Et le gars, quand il a fini ses expériences, forcément, il a plus d'argent et il n'a pas fait non plus d'or. Mais là, bizarrement, au lieu de se vanter de sa réussite, ce jeune homme, il a disparu. Donc ça rend son histoire encore plus crédible. Et en plus, il l'a fait devant des témoins qui sont crédibles aussi. Et finalement, on arrive à le retrouver à Berlin. Et Auguste Lefort arrive à le faire extrader, à le faire venir jusqu'à Dresde, et il va devenir son prisonnier, carrément. Et il va devenir forcément son prisonnier, mais un prisonnier de luxe, pas dans une prison, dans une geôle, mais prisonnier dans son château, et où il est conduit chaque jour dans cette maison de l'or pour faire de l'or. Forcément, il n'y arrive pas. Hein. Ça, l'alchimie, beaucoup de gens ont essayé, mais personne n'y a vraiment réussi à le faire deux fois. Donc il est dans cette maison de l'or et avec Tchernobyl qui n'arrive pas non plus à faire sa porcelaine. Et par contre, il trouve que ce jeune homme, il est assez débrouillard, hein, il est créatif, il a des intuitions, il sait bien mettre en poudre des matériaux. Et entre-temps, Tchernobyl a fait ses propres expériences. Notamment, il a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui du reverse engineering. Hein. Il a pris de la porcelaine de Chine et il l'a fondue pour voir quels étaient les matériaux de base de cette porcelaine. Et c'est comme ça qu'il a découvert que la porcelaine, elle est faite d'alumine, de silicium et de calcium. Voilà. Et donc il fait plein de tests. Et ce qui est intéressant avec les Allemands, c'est qu'on a vraiment bien gardé
tous les tests qu'ils ont fait, hein. Donc déjà, la Saxe euh, c'est le land où on trouve des montagnes qu'on appelle Erzgebirge, et Erz en allemand, en fait, ça veut dire minéraux. Donc c'est vraiment des montagnes très minérales. Et dans ces montagnes, donc, on arrive à trouver, il y a des mines où on trouve toutes sortes de minéraux, et c'est très très bien classifié, tous les minéraux qu'on y trouve. Et donc, ça aide Tschirnhaus pour ses tests et pour ses expériences. Donc, lui, il note consciencieusement, tiens, aujourd'hui, j'ai pris tel minerai de telle mine à tel pourcentage, que j'ai mélangé avec tel pourcentage, avec tel autre minerai de telle autre mine, etc., etc. Donc il a vraiment gardé beaucoup de notes sur toutes les expériences qu'il a faites. Et ça, c'est très très différent de ce qu'on fait en Chine. En Chine, il y a, tout le savoir-faire se transmet plutôt de père en fils, ou bien à l'intérieur de la famille. Et il y a beaucoup moins de notes qui ont été gardées sur le savoir-faire de la porcelaine. Je commence à avoir soif, donc les- s'il vous plaît, je vous prie de me donner quelques instants pour faire une nouvelle infusion de mon baojiang. Hmm. Alors, je continue un petit peu cette aventure, cette recherche de l'or blanc, de la porcelaine. Maintenant, on a Tschirnhaus et Butcher, c'est le nom de ce jeune homme, ce jeune pharmacien, qui se sont associés, qui essaient de travailler ensemble pour faire de la porcelaine, ce qui est quand même un petit peu plus possible que de faire de l'or. Et ils se font beaucoup beaucoup de tests, donc depuis 1701, ils commencent à travailler ensemble, et puis enfin, c'est là que Butcher est pris et prisonnier. Mais la première fois qu'ils arrivent en fait à faire quelque chose, c'est le 29 mai 1706. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Hein, pour une fois, il y a quelque chose qui sort du four qui a l'air à peu près correct. Qu'est-ce qui sort? Il en sort un matériau qui ressemble beaucoup à ce genre de matériau, pas à la porcelaine, mais à la glaise d'Iching, une glaise rouge. Et là, ils sont vraiment très très contents, et ils montrent ce résultat à Auguste Lefort, qui lui est aussi très très content que, enfin, après plusieurs années d'efforts et de recherche, ils arrivent enfin à faire un matériau qui ressemble à un matériau qui vient de Chine. Donc, et là, ce n'est pas expliqué dans ce livre, mais en fait, ce matériau, pourquoi est-ce qu'il est tellement fascinant pour eux? C'est que ça ressemble beaucoup à de la terre d'Iching. Et on se rappelle qu'en Chine, euh, on utilise à peu près les mêmes formes de théières ou de vases pour à Iching et à Jingdezhen. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est ce genre de théière, hein. On en fait en porcelaine à Jingdezhen, mais on en fait aussi à Iching dans des formes assez similaires. Donc d'arriver à faire une glaise qui ressemble à la glaise d'Iching, c'est vraiment un grand pas en avant. Ils sont très très contents. Ils vont même appeler ça Jaspis porcelaine, donc une espèce de porcelaine rouge. Euh, mais parce ils continuent à appeler ça porcelaine parce que c'est vraiment ça leur but premier, hein, d'arriver à faire de la porcelaine. Auguste, il est content, il dit ok, commencez à produire avec cette glaise-là, rouge. Et donc les premières pièces de Meissen, elles ne sont pas en porcelaine, mais elles sont dans une glaise rouge qui ressemble à celle d'Iching. Et c'est pour ça que, pour commémorer le tricentenaire de la création de la porcelaine à Iching, ils ont créé ces coupes-là avec une soucoupe en glaise rouge. Là, malheureusement, je n'ai pas le set en entier. Les soucoupes, elles sont restées chez ma mère en Europe. Ça, en fait, je l'ai emprunté. C'est même pas à moi. Et merci, maman. Et puis donc, la prochaine fois, je te prendrai les soucoupes aussi, pour avoir le set en entier. Donc, les soucoupes sont dans cette porcelaine Jaspis
dans cette glaise rouge et par-dessus, les coupes sont en porcelaine blanche. Et ça, ça a été une réalisation pour marquer ce tricentenaire de Meissen et pour commémorer le fait que Meissen vraiment a commencé avec la glaise rouge avant de réussir à faire de la porcelaine. Donc cette glaise rouge, elle vient en 1706, le 29 mai, et c'est le 15 janvier 1708 que le premier test fructueux est réalisé avec de la porcelaine blanche. Là, c'est pas encore des accessoires, rien de formé, c'était juste des tests. Donc, j'imagine que c'est des petites plaques. Hein, ils ont essayé différentes combinaisons de différents pourcentages de mélange. Euh, Puisque vous vous rappelez, la porcelaine, c'est deux matériaux, une substance plus dure, le kaolin, euh, pour la structure, et puis une glaise, un émail par-dessus qui donne cet aspect plus brillant et imperméable. Donc là, pour la première fois, c'est en 1708, le 15 janvier, qu'on arrive à faire un test avec de la porcelaine. Et les choses vont rapidement. Auguste, il met tout de suite en place une manufacture le 24 avril 1708 à Dresde, donc c'est Meissen, hein, qui commence tout de suite à produire. Et malheureusement, le 11 octobre 1708, Tschirnhaus meurt. Et c'est pour ça aussi que cette découverte, même s'ils l'ont fait un petit peu ensemble en coopération, Tschirnhaus et Butcher, c'est surtout Butcher qui reçoit la paternité de la porcelaine de Meissen. Tschirnhaus est un petit peu mort trop tôt. Et il était plus vieux aussi, donc d'avoir l'histoire d'un alchimiste qui d'abord a fait de la recherche sur l'or, qui ensuite a trouvé la porcelaine, c'est aussi un petit peu plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe ensuite? En 1713, la première porcelaine est montrée dans la foire de Leipzig. Donc on voit quand même que ça a pris 5 ans pour pouvoir réaliser du passé de l'expérimentation du test à avoir des produits qui sont prêts à être vendus. Et en 1714 maintenant, Butcher est enfin libéré. Ce n'est plus un prisonnier. Donc il a été prisonnier pendant 13 ans, hein, de 1701 à 1714, pour pouvoir réaliser cette invention de la porcelaine. Malheureusement, il mourra en 1719, 5 ans plus tard. Et encore une date importante, ce n'est qu'en 1720, donc il y a exactement 301 ans, que Meissen a commencé à utiliser les deux épées croisées, hein, comme logo sur leur porcelaine. Et le logo est toujours sous la tasse, ou bien si c'est une assiette, sous l'assiette, ou bien sous la théière, c'est une théière. Mais bon, là, exceptionnellement, pour commémorer un début de Meissen dans la mis sur la tasse. Cette assiette-là, c'est aussi une assiette allemande. Par contre, ce n'est pas une assiette de porcelaine de Meissen, ça vient de Fürstenberg. Fürstenberg, F. La collection Silotine. Et parce que, en fait, une fois que la porcelaine fut créée, on a essayé de protéger ce savoir-faire à Meissen, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, les autres cours européennes voulaient chacune faire leur propre porcelaine. Et donc, par tous les moyens, les autres princes allemands essayaient d'engager les ouvriers de l'usine de Meissen pour qu'ils viennent produire de la porcelaine également dans leur cours
pour eux, parce que sinon pendant un certain temps, Meissen avait le monopole de la production en Europe, et donc Auguste pouvait gagner beaucoup d'argent, et un petit peu comme Colbert, hein, les autres ministres des Finances des autres cours trouvaient que si lui il arrivait à faire sa propre porcelaine, pourquoi pas eux. En France, c'est Louis, je crois 15, qui a ensuite donné un monopole à la manufacture de Sèvres pour utiliser la porcelaine de Limoges. Hein, en fait, la porcelaine en France a vraiment commencé une fois qu'on a trouvé de la porcelaine à Limoges. Et, euh, et là, aussi la cour, hein, pour avoir sa propre manufacture, cette fois-ci a mis une manufacture royale à Sèvres. Mm. Voilà. Et donc c'est de cette époque-là que les cours européennes sont devenues vraiment encore plus folles de porcelaine. C'était maintenant plus simple de faire leur porcelaine près de chez elles, ou bien chez Meissen, ou bien un peu plus tard dans leur propre manufacture. La Hongrie aura Herent, hein, donc on a vu que la France aura Sèvres. Il y a plein d'autres porcelaines la semaine prochaine. Mais en fait, dans 2 semaines, on verra que l'Angleterre aussi aura Wedgwood et puis encore d'autres manufactures. Donc la prochaine fois, on verra comment la porcelaine a été créée en Angleterre. Ça sera par contre pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai en vadrouille, probablement à Shanlinchi, et j'irai également souhaiter la fête des mères à ma belle-mère. Donc on va faire une petite pause la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, probablement, nous allons continuer avec la porcelaine en Angleterre. Et donc pendant très longtemps, la porcelaine, c'était vraiment l'objet de statut social par excellence, que seuls les nobles pouvaient se permettre d'acheter. Et donc on avait des porcelaine cabinets, des cabinets de porcelaine, donc un petit peu comme on a une bibliothèque, ou bien comme on montre, comme on a des collections. Hein, là, les grands de l'époque de Louis XIV, Louis XV collectionnaient la porcelaine, et pouvoir montrer une grande collection, ça c'était un symbole de son statut, de sa puissance. Et c'est ça qui a vraiment aussi encouragé les cours d'Europe à copier ensuite Meissen et à faire leur propre porcelaine. Et donc si Meissen a été la première manufacture de porcelaine en Europe, hein, on se rappelle qu'en Chine ça avait commencé environ en l'an 200 après Jésus-Christ. Là on est en 1711, ou bien en 1708 quand ça commence en Europe. Donc il y a 1500 ans de différence entre la première porcelaine en Chine et la première porcelaine en Europe. C'est aussi assez impressionnant. Entre-temps, la porcelaine est montée, mais maintenant elle est plutôt dans le bas. Beaucoup de porcelaine est faite en très très grand nombre, de manière très industrielle. Et on a oublié beaucoup que la porcelaine, pendant très très longtemps, c'était l'apanage des rois et des princes. Et donc, d'arriver à se remettre cette histoire en tête, non seulement c'est de la culture, hein, c'est quelque chose d'immatériel, mais c'est aussi un petit peu pour se replonger dans cette splendeur passée de la porcelaine, et de la regarder peut-être avec un nouvel œil, de mieux l'apprécier, et d'ainsi d'arriver aussi encore à mieux apprécier le moment qu'on passe en sa compagnie à faire du thé. Voilà, je me reconnecte rapidement, voir si vous avez des petites questions sur la porcelaine de Meissen. Donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est l'auteur qui nous explique comment il va à chacun de ces endroits, à Versailles, voir maintenant le Trianon qui était reconstruit,
il va forcément aussi à Meissen et dans les différents endroits qui ont vu la création de la porcelaine en Europe. Hmm. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui pour ce cours. Euh, mais donc la bonne nouvelle, c'est que les baozhong maintenant de ce printemps sont déjà tous en ligne. Vous pouvez passer vos commandes. Le thé de Alishan va bientôt arriver aussi. Et je suis assez impatient. Je sais qu'aujourd'hui, hier, les récoltes ont été faites à Shaninchi. Euh, donc il n'y a plus beaucoup de temps avant que les Oolong de haute montagne n'arrivent. Euh, et je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour un nouveau cours sur la porcelaine en Angleterre. Et nous en ferons encore un quatrième, parce qu'il y a beaucoup de matière quand même à parler encore de porcelaine. Et là, nous parlerons d'un sujet un petit peu plus presque politique, ou sur comment la porcelaine a été parfois utilisée dans des dictatures. Un sujet un petit peu intéressant, un peu étonnant. Voilà, ben, je vous souhaite encore un bon dimanche. Je lève ma coupe de porcelaine, celle-là de Taïwan. À votre santé. Mm. Et à bientôt.